Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Évidemment, vous étiez ministre de Nicolas Sarkozy et avant de Jacques Chirac. Et dans ce livre, dans le fond, c'est à la fois une déception, une sorte de passion déçue pour Nicolas Sarkozy, et c'est aussi une position claire. La campagne était ratée, c'était pas la bonne stratégie. C'est ce que vous nous dites tout au long de ces pages, à feu et à sang, avec un titre quand même très clair. Oui, parce que la campagne a été très cruelle. D'ailleurs, je commence ce livre par une scène avec Valérie Trierweiler où elle me demande est-ce que la campagne ne sera pas trop cruelle, et je ne la rassure pas. Je lui dis la campagne sera cruelle. Vous la connaissez, c'est une angevine comme voilà, vous. Exactement. Et j'ai même été la dernière personnalité politique qu'elle a interviewée dans son émission. Avant d'abandonner pour cause de campagne de son compagnon. Mais je dresse un bilan en plein et en creux. D'abord, je considère que le bilan de Nicolas Sarkozy est remarquable en tant que président de la République. Et un de mes regrets, c'est précisément qu'au cours de cette campagne, à cause d'un positionnement que je condamne, il n'est pas assez parlé de son bilan, et en particulier de son bilan social, comme si curieusement il en avait honte. Et donc, effectivement, à la fin, je pense que le positionnement qu'on a baptisé droitier, c'est sans doute un peu simpliste. C'est pas si simple que cela. Quand même, vous citez Claude Guéant. A été néfaste. Patrick Buisson, Emmanuel Mignon, et vous dites la bête à trois têtes. Oui. Voilà, c'est très clair. Vous dites il a été mal inspiré, il n'a pas fait de place au ministre, et c'était une campagne sans cap. C'est quand même un réquisitoire. Vous avez commencé le droit d'inventaire du sarkozysme, vous l'avez entamé. J'ai voulu tenir ce carnet tout au long de la campagne. Ça commence le 1er décembre, ça se termine le 6 mai. C'était important parce que c'était d'une telle violence que je voulais faire un bilan. Je voulais aussi, c'était presque certains diraient une petite psychanalyse, mais aussi je voulais témoigner pour l'histoire en direct, très rapidement. Oui, il y a eu une souffrance de voir que les éminentes qualités de mon champion n'étaient pas reconnues. Oui, il y a eu une souffrance de voir qu'il n'avait pas, à mon avis, choisi les bons thèmes. Oui, il y a eu une souffrance de le voir échouer si près du but. Et effectivement, je répète effectivement pour la 3e fois, ces conseillers m'ont paru coupés des réalités. Ils n'étaient d'ailleurs pas des élus, alors que nous, qui étions en contact avec les gens, les vrais gens, nous avions des choses à lui dire et à leur dire. Et ils n'écoutaient pas. J'ai l'impression que vous êtes allé dans cet exercice assez à fond, mais là, maintenant, vous n'osez peut-être pas aller plus loin. Clairement, il s'est trompé. Ah oui, bien sûr, je le dis d'ailleurs tout au long du livre. Il s'est trompé dans la stratégie, dans la ligne politique qui a été la sienne, et il s'est trompé dans la tactique, dans la tactique politique de sa campagne. Et c'est d'autant plus dommageable qu'il avait un bilan à défendre. C'est pour ça que je dis le livre, il est critique sur la campagne, mais il est aussi élogieux sur le bilan de l'action de Nicolas Sarkozy. Et il faut bien voir que c'est cette déchirure que j'ai du mal à supporter, moi, la sarkozyste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personnalité de Nicolas Sarkozy qui a fait capoter sa propre campagne? Il y a eu à l'évidence des erreurs de comportement, oui. Vous racontez, par exemple. Il n'a pas réalisé à quel point les Français attendent un comportement monarchique, le terme est peut-être un peu fort, mais un comportement en majesté du président de la République. Ça, on l'a dit, on l'a beaucoup dit, vous dites et aussi je le redis. Il n'écoutait pas les gens, il allait dans les déplacements, et vous dites qu'il n'écoutait pas. Les gens venaient avec leurs petits papiers pour poser leurs questions, et il parlait tout le temps. Voilà, oui, effectivement, il y a eu des erreurs de comportement de la part de Nicolas Sarkozy. Et vous voyez, c'est très dommage parce que je raconte cette histoire dans les Restos du Cœur. Et quelques comportements inappropriés gomment des politiques sociales par ailleurs extrêmement convaincantes. Création du revenu de solidarité active, augmentation de l'allocation d'adultes handicapés. Et je dis même dans une phrase, l'art est la manière de transformer un citoyen bienveillant en anti-sarkozyste prêt à mordre. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était un gâchis. Mais vous lui avez dit? Vous l'avez pas dit pendant la campagne? C'était difficile de lui parler. Il rencontrait pas les gens? Il vous Oui, écoutait puis, pas? vous savez, quand un coureur, un sprinter est dans son couloir, on essaie de l'aider et on essaie de ne pas le démoraliser ou de ne pas le déstabiliser. Moi, de mon côté, j'ai voulu mener finalement ma propre campagne.
140 déplacements dans l'année qui a précédé 2012, dans les 2 mois qui ont précédé le premier tour de la présidentielle, pas moins de 40 déplacements. Je parlais de politique sociale à des gens qui me disaient « Mais pourquoi le président nous dit pas ça ?» Roselyne Bachelot, vous êtes aussi vous êtes très proche de François Fillon, vous racontez dans le livre un déjeuner en tête-à-tête avec lui en pleine campagne. Et dans le fond, vous racontez aussi ses états d'âme à lui. Et vous êtes en train de préparer la suite. Et vous êtes en train de dire, il y en avait un qui avait tout compris, il était à Matignon, et c'est pas lui, sa ligne n'a pas été suivie. C'est pas un peu simple? C'est pas un peu trop facile? Oh, oui, c'est vous qui voyez les choses de façon aussi simple. Non, je raconte cette scène parce qu'elle est amicale, elle est belle, il est beau ce déjeuner à Matignon. Je ne dis pas du tout que François Fillon aurait dû être le candidat à la présidence de la République. Je pense que néanmoins, Nicolas Sarkozy était le meilleur candidat à la présidence de la République. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase. Il faut tirer tout le bilan, il faut le tirer en vérité. Moi, je ne suis ni en condamnation, ni en louange. Il y a des points positifs, des points négatifs. Ce livre le dit, en vérité. Maintenant, il y a un travail à faire à l'UMP. Parce que l'UMP a été fondée en 2001, nous avons toujours été au pouvoir. Nous n'avons absolument pas la culture de l'opposition à l'UMP. Il va falloir apprendre cette culture de l'opposition. Elle ne peut se fonder que sur un vrai socle d'idées. C'est ce qui nous a manqué. C'est ce que nous n'avons pas su créer dans cette période parce que le pouvoir nous intoxiquait en quelque sorte. Et donc là, il faut faire ce socle idéologique, il faut renouveler les méthodes de l'UMP. On peut parler des femmes et de la parité, mais ce ne sera sans doute pas le seul exemple. Et c'est François Fillon qui est le mieux capable de le faire. Voilà, vous l'avez déjà dit sur ce plateau il y a quelques temps, vous le répétez. Bon, avant de passer effectivement à l'UMP aujourd'hui, est-ce que vous y voyez, est-ce que ce livre, c'est pas aussi une manière de dire, Nicolas Sarkozy, il n'a pas appelé Roselyne Bachelot assez souvent, il n'a pas appelé... Enfin voilà, il y a un petit côté, on ne s'est pas occupé de moi. Du regret. Non, mais pas pour moi, hein, bien entendu. J'ai passé l'âge de ces gamineries. Mais est-ce que François Fillon ne pense pas ça aussi? Je ne sais pas, vous lui demanderez. Mais ce qui m'a interloqué, c'est que je me suis dit, je suis peut-être, après tout, l'objet d'une méfiance qui ne m'est destinée qu'à moi. Peut-être que le président ne me fait pas confiance. Alors je m'en suis ouvert à mes collègues ministres en disant, ils m'ont dit, ma pauvre chérie, mais on est tous logés à la même enseigne. Pareil, il avait traité de la même façon ses ministres. Vous parlez beaucoup de Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous soutenez beaucoup. François Fillon, aujourd'hui, depuis les législatives et depuis le deuxième tour, là, ça y est, les couteaux sont tirés, le règlement de compte a commencé. Hier, il y a eu une explication de texte au Bureau national qui apparemment a été assez violente. Et on a un peu de mal à comprendre la ligne de François Fillon, parce que pendant la campagne législative, il est allé soutenir Nadine Morano. Et puis, le lendemain, il a dit qu'elle avait eu tort de répondre au téléphone au canular, et le sous-entendu qu'elle avait eu tort de fricoter, de se rapprocher trop du Front National. Il avait l'air d'avoir envoyé Xavier Bertrand pour l'élection comme président du groupe. Il a perdu, on a eu le sentiment qu'il l'avait un peu laissé tomber. Il avait voté la stratégie en Bureau national du ni Front National, ni PS, et puis après il dit « Ah ouais, c'était pas la bonne ». Vous mettez tout cela un peu, excusez-moi, Rutel Krief, en méli-mélo. Bon, François Fillon est dans une séquence parfaitement claire. Je précise que élection présidentielle, un mois après élection législative, elles viennent de se dérouler il y a 3 jours. Oui, mais ça a commencé, le règlement de compte, vous êtes d'accord? Il y a 3 jours. François Fillon a bien expliqué que le choix du groupe serait le bon choix. Et il n'a appelé à voter pour aucun candidat. Il a estimé que c'était des démarches qui étaient des démarches personnelles. Certes, Xavier Bertrand est proche de lui, mais il n'a pas soutenu. Non, il ne voulait pas. Il n'avait pas à soutenir, il n'avait pas à se mêler. Ce n'était pas son projet politique que de soutenir précisément un candidat à la présidence du groupe. Donc ça, c'était parfaitement clair. Laissons se dérouler les élections internes à l'Assemblée nationale et dans les différents partis politiques, parce que la semaine est consacrée à cela. Et François Fillon dira ce qu'il a à faire après. Une autre séquence va s'ouvrir. Alors, j'en viens à Nadine Morano. Elle dit, j'ai reçu une balle dans la nuque, quasiment. Elle le dit, elle est très dure, hein, elle est très dure. Elle dit, il est venu me soutenir, puis le lendemain, il m'a enfoncé. Je comprends Nadine. Elle a été battue, elle est déçue. Mais l'attitude de François Fillon a été parfaitement claire. Il est allé la soutenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que le coup de téléphone et la réponse au coup de téléphone le faux coup de téléphone d'Ahan, Alliot, etc., était inappropriée. C'est une évidence que cette réponse était inappropriée. Elle a été manipulée, Nadine, elle a manqué de jugement sur ce sujet-là. Il a simplement dit ça, François Fillon. C'est pas un drame que de dire qu'on a manqué de jugement. Moi, il y a des fois où François Fillon n'a pas été d'accord avec moi. J'étais pour les salles d'injection surveillées. Il m'a dit clairement et publiquement, je suis contre ta position. J'en ai pas fait un drame, mais c'est tout à fait normal. On soutient quelqu'un, puis on trouve que sur certaines choses, c'est inapproprié. En tout cas, moi, ce que je veux dire à Nadine, et très amicalement, c'est que quand on milite pour le mariage homosexuel, la gestation pour autrui, l'adoption par les couples homosexuels, on ne dit pas qu'on partage les mêmes valeurs avec le Front National, parce que ça, les électeurs ne le comprennent pas, parce qu'ils ont le sentiment qu'on les prend pour des imbéciles. Voilà. Et il ne faut jamais chercher comment je pourrais dire, il faut jamais chercher dans les erreurs des autres la raison de ses échecs. Donc elle est responsable. On porte toujours tout seul son échec, tout seul. Le reste, ça ne va pas. J'ai eu des échecs en politique, je ne les ai jamais imputés à quelqu'un. Elle est responsable comme Claude Guéant, par exemple, qui a aussi perdu. C'est quoi C'est toujours les échecs, c'est toujours de la propre responsabilité de celui qui les subit. C'est quoi? Et les grosses ficelles, parce qu'ils se sont trop rapprochés du Front National et qu'ils ont eu l'air justement de dire un peu qu'ils partageaient un certain nombre de préoccupations du Front National, c'est oui, ça? Ce que je remarque et qui rejoint d'ailleurs l'analyse que je fais dans mon livre À feu et à sang, c'est que l'alliance, même pas l'alliance, il ne s'agissait pas d'alliance, mais le rapprochement explicite ou implicite avec un parti qui veut la mort de l'UMP, oui, c'est le baiser de la mort. Et ce que je remarque, et je le dis avec beaucoup d'amitié à mes amis qui pourraient être tentés par un rapprochement, je leur dis, voilà, c'est une stratégie d'échec. Et ceux qui l'ont fait, eh bien, ont perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites... Dans le fond, Jean-François Copé, c'est l'héritier du sarkozysme 2012, version campagne 2012. Et François Fillon, c'est l'héritier du chiracisme qui fait rempart au Front National. C'est ça que vous voulez accréditer, j'ai envie de dire, comme idée? D'abord, je veux dire que moi, je refuse des débats et des oppositions. La bataille pour... je le dis, la bataille pour la présidence de l'UMP s'ouvrira si, à partir d'un socle d'idées que je partage, Jean-François Copé est notre président, je travaillerai avec lui comme je l'ai fait dans les semaines qui se sont écoulées. Il s'est donné beaucoup de mal. Je veux le remercier et vraiment, je lui en suis reconnaissante. Vous êtes critique quand même sur le parti dans le livre aussi. Voilà, mais on est à une deuxième phase, on est à une autre phase, qui est la phase de reconstruction de l'EMP. Et je dis que François Fillon se réclame d'une famille de pensée qui n'est pas celle du chiracisme, qui est celle du gaullisme social, l'école de Philippe Séguin, et je me trouve bien dans cette famille. Donc, oui, je ferai campagne, s'il présente sa candidature, ce que je souhaite, à la présidence de l'UMP. Il va le faire. Oui, j'ai bien compris, il va le faire. Mais j'attends qu'il le dise, je ne veux pas parler à sa place. Je ne suis pas sa porte-parole. Mais vous serez dans son ticket peut-être, vous serez dans un ticket parce qu'il y a deux autres personnes. Bien sûr, je serai à ses côtés, mais dans un ticket, non, certainement pas. Mais il y a des femmes, il faut un secrétaire général, il faut un... Bien sûr, mais j'aurai une place... Valérie Pécresse vient de le rejoindre. J'aurai une place certainement plus effacée. Je suis une militante, une combattante. Je ne réclame aucune place à des jeunes femmes comme Valérie Pécresse qui ont l'âge d'être ma fille. Valérie Pécresse, elle était plutôt considérée comme une des mousquetaires de Jean-François Copé. Alors, elle a changé de camp. Non, mais je pense que le terme de camp me paraît tellement réducteur. On est quand même à l'UMP, on est de la même famille politique. On peut avoir des rapprochements qui sont liés à un positionnement idéologique, un positionnement de sympathie aussi, des relations humaines, ça compte. Moi, j'ai trouvé l'interview de Valérie Pécresse extrêmement remarquable dans Le Figaro. Je l'encourage à mener ce combat. Je l'encourage à s'avancer dans son parcours politique. C'est une femme tout à fait remarquable. Elle va être dans le ticket avec
François Fillon, alors. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons 2 jeunes femmes d'une grande valeur et qui sont tout à fait sur la ligne politique que je défends. Roselyne Bachot, un dernier mot. On a parlé de Valérie Trierweiler au début, que vous connaissez comme journaliste et comme angevine, comme de votre région. Comment est-ce que vous avez vécu comme femme ces fameux incidents du tweet, la défaite de Ségolène Royal, voilà, ce psychodrame auquel on a assisté en direct? Moi, c'est évidemment quelque chose qui m'a stupéfaite, parce que je pense que cette personne aime très sincèrement son compagnon. Ce que je ne peux que constater, c'est le dégât considérable qu'elle lui a occasionné. Elle est venue alors absolument tamponner la ligne